Donc, quelques éléments de physiopathologie. Vous savez parce que vous faites de l'immuno en ce moment, c'est ça? Ou c'est en P2? Bon, en tout cas, vous vous en rappelez parfaitement que vous avez chez les vertébrés deux bras de l'immunité, avec une immunité qu'on appelle innée, qui est quelque chose qui est très conservé chez les êtres vivants, puisqu'on le retrouve chez des plantes, chez les mouches, chez lesquelles ça avait été initialement identifié. Immunité innée qui est un système donc, qui est très conservé, qui est un système très rapidement opérationnel, qui va se mettre en place en quelques minutes et qui va mettre en place une réponse inflammatoire qui va avoir pour but d'éradiquer le pathogène. Et puis vous avez une immunité adaptative chez les êtres vertébrés, qui est une immunité qui est beaucoup plus spécifique, puisqu'elle va résulter de l'expansion clonale de cellules effectrices, qui peuvent être des cellules productrices d'anticorps ou des cellules T effectrices, donc est très efficace. Le problème, c'est que c'est quelque chose qui est assez lent à se mettre en place. C'est de l'ordre de quelques jours pour se mettre en place de manière optimale. C'est un peu plus court si c'est un rappel antigénique, mais en tout cas, c'est une cinétique qui est assez difficilement compatible avec la mise en place de mécanismes de défense efficaces contre des infections bactériennes, parce que pour vous donner un ordre d'idée, une bactérie standard va se diviser à peu près toutes les 20 minutes. D'accord. Donc attendre quelques jours avant d'avoir une réponse spécifique, très spécifique, est évidemment incompatible avec la mise en place de défense efficace, et donc pour ça on a l'immunité innée. Et dans l'immunité innée, il y a des gros progrès qui ont été accomplis il y a une vingtaine d'années, qui ont justifié d'ailleurs le prix Nobel assez récemment pour des gens qui ont travaillé là-dessus. C'est la mise en évidence de récepteurs qui sont des récepteurs très conservés, qui vont détecter des constituants microbiens. Et donc ces récepteurs, les plus importants sont probablement les récepteurs de type Toll, les Toll-like récepteurs. Et parmi ces Toll-like récepteurs, il y en a certains qui sont impliqués dans la reconnaissance de motifs bactériens. Et c'est par exemple le TLR4 qui va reconnaître le lipopolysaccharide, l'endotoxine, qui est un constituant de la paroi des bacillogrammes négatifs. Il y a TLR2 qui va reconnaître des lipoprotéines, qui sont des constituants de la paroi des bacillogrammes positifs et agrammes négatifs. Vous avez par exemple TLR5 qui va reconnaître la flagelline, qui est le constituant principal du flagelle de certaines bactéries qui assurent leur mobilité, certaines bactéries comme la légionnelle ou le pseudomonas. Vous avez TLR9 qui va reconnaître de l'ADN bactérien. Bon, en tout cas, ces différents récepteurs vont être capables de très rapidement, à la surface de cellules qui sont en contact avec l'extérieur, comme les cellules des épithélias ou alors certaines cellules immunitaires, vont être capables de reconnaître un pathogène et de déclencher à ce moment-là une réponse inflammatoire par une cascade de signalisation et qui, sans rentrer dans les détails, va aboutir à l'expression de facteurs de transcription et une expression génique assez polymorphe qui va d'une part induire l'expression de peptides antimicrobiens pour induire la lyse bactérienne, mais également des médiateurs de l'inflammation qui vont attracter au site infecté d'autres cellules immunitaires et en particulier des polynucléaires neutrophiles. Et puis c'est également la signalisation induite par la reconnaissance du pathogène va également induire la mise en route de la réponse adaptative secondaire beaucoup plus spécifique. Donc tout ça aboutit à une réponse inflammatoire qui va être multifactorielle et qui va être initialement concentrée au niveau du site de l'infection. Et je dirais que lorsque on est capable de bien se défendre de manière adéquate contre une infection, cette réponse inflammatoire va rester circonscrite à l'organe infecté et va vous permettre d'éradiquer le pathogène en induisant un minimum de lésions au niveau de l'organe infecté. D'accord ? C'est ce qui se passe lorsque vous faites une infection bactérienne pulmonaire. Par exemple, la plupart des gens restent à la maison, ils ont des antibiotiques, parce que les antibiotiques vont nous aider à gagner du temps pour mettre en place des défenses immunitaires adéquates en réduisant la charge bactérienne, mais globalement, ils vont guérir
sans présenter de défaillance de l'organe infecté ou d'organes non infectés. Parce que lorsque vous avez une réponse inflammatoire qui est très importante et qui finalement dépasse un peu ses objectifs de simple éradication du pathogène, ça va induire des lésions inflammatoires immunopathologiques au niveau de l'organe infecté. Et vous imaginez bien que si vous avez une réponse inflammatoire très importante au niveau d'un organe comme le poumon, ça va induire assez rapidement une insuffisance respiratoire aiguë. Et puis il va y avoir la perte de la compartimentalisation de la réponse inflammatoire avec une réponse inflammatoire systémique qui va se traduire par le syndrome de Sears dont on a parlé au début et qui va aboutir à la défaillance d'organes distants de l'infection initiale. Et donc ça, c'est le sepsis sévère, c'est le choc septique. À cette réponse inflammatoire s'associe une réponse qui va être hématologique, je dirais, avec la mise en route d'une activation très importante de la coagulation qui va induire des microtrombies au niveau du site infecté. Et on pense que ces microtrombies sont un mécanisme d'adaptation un peu physiologique pour permettre de circonscrire le foyer infectieux, mais également potentiellement des microtrombies au niveau de différents organes et qui vont contribuer à l'altération de fonction de ces organes. Et donc la présentation la plus spectaculaire de cette coagulation intravasculaire disséminée, c'est le purpura fulminans que je vous ai montré tout à l'heure. Donc sur le plan des mécanismes des défaillances d'organes, l'état de choc doit être considéré sur le plan physiopathologique comme un déséquilibre entre les apports et les besoins en oxygène et que cette balance entre apport et besoin en oxygène va dépendre d'une part de la consommation de l'organe et au cours du choc septique il peut y avoir des dysfonctions cellulaires qui font que l'oxygène ne va pas pouvoir être consommé et exploité de manière adéquate. Et puis également, il y a des défauts d'apport, et en particulier, lorsque vous avez une insuffisance circulatoire aiguë avec une hypotension, vous allez avoir une hypoperfusion des organes, et tout ça va contribuer aux dysfonctions viscérales que vous observez, auxquelles s'ajoute, comme je vous ai dit, une coagulation intravasculaire disséminée avec des microtrombies au niveau des vaisseaux de l'organe. Donc tout ça c'est bien, mais ça reste encore de la science. Qu'est-ce qui se passe en pratique pour votre patient? Et la présentation ce qui est au premier plan au cours du choc septique, c'est l'insuffisance circulatoire aiguë, avec une situation hémodynamique qui est un petit peu complexe, qui va être d'une part une hypovolémie, qui va être une hypovolémie vraie, chez des patients qui ont des pertes, par exemple, donc ils ont eu de la fièvre, donc il peut y avoir une augmentation des pertes insensibles. Donc il y a la fièvre, il y a l'augmentation de la ventilation, et puis vous avez des patients qui vont avoir des pertes digestives, par exemple, chez des patients qui ont des infections intra-abdominales avec un syndrome occlusif et un troisième secteur digestif. Et puis vous avez une hypovolémie qui est relative avec des patients qui vont avoir en fait un transfert de plasma vers l'interstitium avec une fuite capillaire importante, ce qui fait que vous allez avoir donc une hypovolémie relative dans les vaisseaux. Il y a une vasodilatation périphérique, une maldistribution des débits régionaux, c'est-à-dire que vous allez avoir des organes qui vont être privilégiés par rapport à d'autres. Vous allez avoir par exemple le cerveau, qui va être un organe qui va être privilégié en termes de circulation, dont la pression de perfusion va être maintenue pendant très longtemps, même s'il y a une diminution de la pression artérielle systémique. Et par contre, vous allez avoir des organes qui vont être un peu sacrifiés, par exemple le secteur splanchnique, le secteur digestif ou le secteur rénal, ou les secteurs musculaires qui vont être finalement relativement sacrifiés au profit d'organes considérés comme un peu plus nobles, comme le cerveau, également le cœur. Et au niveau du cœur, justement, vous avez une atteinte myocardique qui va contribuer à l'insuffisance circulatoire aiguë. Et vous avez assez fréquemment, chez des patients qui sont indemnes de toute cardiopathie, un retentissement cardiaque de l'infection grave, avec une incompétence myocardique, un défaut de contractilité du myocarde, donc une insuffisance cardiaque qui est aiguë
qui est temporaire, parce que lorsque les patients s'améliorent, elle va rentrer dans l'ordre assez rapidement, mais qu'il va éventuellement falloir prendre en compte dans la stratégie thérapeutique de l'insuffisance circulatoire aiguë. Donc ça, c'est finalement ce que vous pouvez observer de manière macroscopique, lorsque vous regardez le scope, que vous faites des examens de la fonction cardiaque, par exemple, pour voir comment ça fonctionne. Et puis, on sait que cette insuffisance circulatoire aiguë macroscopique va être associée avec des altérations de la microcirculation, donc au niveau des petits capillaires. À ce moment-là, il y a des modifications avec des conditions rhéologiques qui font que cette microcirculation est altérée et ralentie au niveau des capillaires, et cela de manière finalement même assez indépendante de la situation hémodynamique macroscopique. Alors c'est sûr que si vous avez un patient qui a 3 de tension, ça ne va pas bien marcher au niveau de la microcirculation, mais même chez un patient chez qui vous avez restauré macroscopiquement une bonne pression artérielle, un bon débit cardiaque, ça ne veut pas dire que sa microcirculation fonctionne bien, parce qu'à ce moment-là, lorsqu'on les regarde dans des papiers un petit peu expérimentaux, exploratoires, on s'aperçoit qu'il y a ces patients qui peuvent conserver des anomalies de la microcirculation, alors même que vous êtes content, vous, parce que vous avez un joli scope avec une bonne tension, une bonne fréquence cardiaque et un bon débit cardiaque. Donc ça, c'est la physiopathologie classique du choc septique, donc une réponse hyper-inflammatoire initiale, défaillance d'organes, défaillance hémodynamique. Après, ce qu'on a appris un peu plus récemment, c'est que cette situation, elle n'était pas figée, et que finalement, tout ça était comment dire, tout ça provenait de constatations expérimentales chez des animaux et sur ce qui avait été constaté initialement chez des patients qui étaient pris en charge pour choc septique à une époque où la réanimation n'était peut-être pas aussi performante. En fait, ce qu'on sait maintenant, c'est que finalement, il y en a des malades qui arrivent en réanimation avec des défaillances d'organes qui sont clairement dues à la réponse inflammatoire initiale, mais que grâce au progrès de la réanimation, l'immense majorité de ces patients vont passer la phase initiale, parce qu'on les traite vite par les anti-infectieux adéquats, parce qu'on les réanime pas trop mal. Et donc, il y a très peu de patients qui vont mourir pendant les premiers jours. C'est des patients qui ont vraiment des infections fulminantes, comme les purpura fulminans, ou des infections à des bactéries très virulentes, ou des patients qui sont neutropéniques, par exemple, avec un retard thérapeutique. Et donc, on se retrouve en fait dans la situation où l'immense majorité de ces patients-là survivent au premier jour. Pour autant, vous avez vu que dans le sepsis sévère, dans le choc septique, il y a toujours une mortalité importante, et que cette mortalité, finalement, elle est liée à des conséquences secondaires, et en particulier au développement de complications nosocomiales en réanimation chez des patients qui ont d'une part des facteurs de risque parce qu'ils sont souvent un peu âgés et avec des comorbidités, mais également parce qu'on a appris que ces infections sévères étaient capables d'aboutir à des dysfonctions immunitaires, ce qu'on appelle une immunodépression post-infectieuse, qui va altérer la plupart des armes anti-infectieuses de l'organisme et qui va favoriser le développement d'infections nosocomiales, qui ne sont évidemment pas simplement dues à ça, elles sont liées au fait aussi que les patients sont graves, qu'ils ont des cathéters partout, hein, avec des portes d'entrée infectieuses, qu'ils n'ont pas les mêmes mécanismes de défense mécanique que quelqu'un qui va parfaitement bien. Mais néanmoins, ces dysfonctions immunitaires ont été associées au développement d'infections nosocomiales. Et ce qui est tout à fait amusant de constater, c'est que finalement, lorsque les patients arrivent à l'hôpital et qu'on dose un petit peu les cytokines dans l'organisme, on s'aperçoit qu'ils sont en phase déjà finalement anti-inflammatoire de la réponse septique. Et là, vous voyez par exemple ce que je vous ai figuré ici avec des patients qui ont une invasion bactérienne, donc une infection, qui vont avoir la production très précoce de cytokines pro-inflammatoires comme le TNF-alpha. Ça va aboutir à des dysfonctions d'organes, mais finalement, lorsque les patients viennent à l'hôpital, c'est qu'ils ne sont pas bien et c'est qu'ils ont déjà les dysfonctions d'organes. Et à ce moment-là, lorsqu'on regarde un petit peu ce qui se passe dans l'organisme, ce sont essentiellement déjà les cytokines anti-inflammatoires qui sont présentes. Donc vous avez déjà des patients qui sont en phase plutôt anti-inflammatoire lorsqu'ils arrivent à l'hôpital. Donc la phase pro-inflammatoire initiale a déjà fait son œuvre. Et donc on se retrouve avec des patients qui sont assez hétérogènes en termes de présentation du choc septique,
même ils en ont les critères classiques. Vous avez par exemple en rouge des patients qui vont présenter des réactions hyper-inflammatoires, et c'est typiquement les purpura fulminans ou des pneumococcis, hein, chez des patients jeunes ou alcooliques, mais qui vont présenter finalement assez peu de complications secondaires. Ils vont évoluer d'un seul tenant, hein, soit ils vont décéder rapidement, soit finalement les choses vont s'améliorer assez vite avec la réanimation. Et puis vous avez des patients qui en vert vont présenter une réponse inflammatoire initiale et puis ensuite vont présenter des complications nosocomiales dont certains vont finir par sortir. Et puis vous avez des patients qui d'emblée sont des patients qui sont très altérés et qui vont présenter des réponses finalement inflammatoires qui peuvent être assez modestes, mais qui vont surtout présenter complications nosocomiales sur complications nosocomiales qui vont finalement aboutir à leur décès.